paru au cours des importations après 1945, 5 cas de variole hémorragique mortelle. Il rapporte là 3 épidémies à Düsseldorf, Monschau et Meschede qui sont regroupées, ce qui fait 3 cas index, 3 cas initiaux si vous voulez. Les autorités ont reconnu 1183 contacts jugés de premier niveau, 709 ont été vaccinés ou revaccinés à chaud à ce moment-là. Les 55 cas de variole supplémentaires sont tous apparus parmi ces vaccinés, dont 7 décès. Alors, 5 cas de variole hémorragique en Allemagne, c'était 5 femmes d'ailleurs, qui avaient toutes reçu 2 vaccinations, plus une en tant que contact. Alors, par exemple, Madame Lescholz, l'épidémie déclarée le 31 avril 1961, décès le 10 avril, 10 jours après le rappel. L'hypothèse de Gerhard Burwald. Que se passe-t-il quand les virus de la variole et de la vaccine, c'est-à-dire le virus vaccinal, se rencontrent? S'agit-il seulement d'une course d'anticorps, comme on nous le dit aujourd'hui? Même après la variole ou des vaccinations antérieures, la vaccination des vrais contacts aggrave ou déclenche la variole. Et si c'était là la raison des désastres? Notons pour le moment, on y reviendra, que le plan variole rend obligatoire la vaccination des contacts. Alors, Gerhard Burwald, il est intervenu à la télévision nationale allemande le 2 février 1970, en pleine épidémie de Meschede, qui fera 20 cas, tous confinés d'ailleurs dans l'hôpital de Meschede. Il écrit dans son livre, que je vous présentais ici, l'infirmière Barbara Berndt, décédée la veille de variole hémorragique, 12 jours après avoir été revaccinée, n'était pas décédée suite à la variole, mais suite à la vaccination antivariolique administrée peu de temps auparavant. Alors il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un effet secondaire du vaccin, mais d'un effet primaire, c'est-à-dire que si la personne n'avait pas été contaminée par le virus de la variole, elle n'aurait pas fait sa variole hémorragique. Et ce que veut dire Burwald, c'est que contamination par le virus de la variole plus vaccination à chaud a déclenché cette variole hémorragique. C'est ce que je propose d'appeler l'effet Burwald. Il le mérite bien pour avoir eu le courage de cela, et notons qu'il était suffisamment connu pour pouvoir se permettre d'intervenir à la télévision nationale de cette façon. Alors, épidémie à Sumatra en 1967, par le docteur Dill, un médecin allemand également, qui était sur place, et il a publié son étude dans une revue médicale allemande. Alors, il s'agit d'un groupe de 24 000 planteurs et leurs familles. Donc, ce n'est pas toute l'île de Sumatra, c'est une population très ciblée qu'il pouvait superviser. En janvier, février, mars de 1967, il y avait dans ce groupe, il est apparu 5 cas de variole par mois. Donc, c'est la première partie de la courbe. Les autorités, alors notons que les vaccinations et revaccinations étaient incessantes dans l'île de Sumatra, et en particulier pour cette population. Donc c'est une population vaccinée ou revaccinée. Les autorités décident, en avril 1967, de vacciner toute cette population de planteurs et de leurs familles. On observera 41 cas de variole, 57 le mois suivant. Les autorités convoquent des experts qui concluront que le vaccin utilisé était inactif, comme si un vaccin inactif pouvait provoquer une flambée. Tout au plus, il laisse la situation en l'état. On recommence 6 mois plus tard, en septembre, avec un vaccin qualifié superactif. Ça fera la même chose avec une flambée de 47 cas. Alors, un petit modèle mathématique pour peut-être essayer de comprendre ce qui pourrait se passer. Une population immunisée à 75% contre la variole. Chaque malade contamine 4 personnes. Ce qui fait que l'épidémie est stable. Je parle ici de 100 malades qui contaminent donc 400 personnes, donc 25%, c'est-à-dire 100 tombent malades. On a un train, une épidémie stable. On décide une campagne de vaccination qui va élever l'immunité de cette population de 75% à 80%. Donc, les 400 contaminés, il n'y en aura que 20%, c'est-à-dire 80 qui vont tomber malades. Et etc. Ce qui fait que l'épidémie va régresser pour disparaître, c'est la courbe jaune. Ça, c'est le modèle classique. Maintenant, si vous acceptez l'effet Burwald, les 400 malades, au moment qui ont tous été vaccinés à chaud, ils tombent tous malades. Et les 400 contaminés, pardon, qui ont tous été vaccinés à chaud, tombent tous malades. On aura 400 malades. C'est la flambée liée à l'effet Burwald. Mais comme on est monté ensuite à 80% d'immunisés, l'épidémie va se mettre à régresser pour ensuite disparaître. C'est la suite de la courbe verte. Malgré cette flambée,
l'épidémie peut quand même disparaître. Mais si on fait des rappels, alors si on attend d'être redescendu en dessous, par exemple à 80 cas, en dessous du niveau initial, pour faire le premier rappel, avec effet Bourgval, 80 multiplié par 4, 320 malades, au lieu de 400, on est en dessous. Mais ensuite, comme on est monté à 80% d'immunisés ou plus, l'épidémie va quand même pouvoir régresser. Ce qui fait que si on fait des rappels suffisamment espacés, par bons successifs amortis, l'épidémie pourra quand même disparaître, malgré l'effet Bourgval. Par contre, si on n'attend pas, si on est ici par exemple à 120, on monte à 480. Si on fait des rappels trop rapprochés, l'épidémie va flamber, avec le même vaccin ayant la même efficacité, sous l'action de l'effet Bourgval. Voilà ce qu'on peut étudier théoriquement. Ce qui fait qu'on introduit une sorte de durée critique. Il ne faudrait pas faire les rappels avant d'être descendu en dessous du niveau initial, si on veut en faire, ou si on est obligé d'en faire pour maintenir l'immunité. 73-74, énorme flambée en Inde, inattendue et sans précédent, nous dit le rapport final. La vaccination des contacts qui était de plus en plus intensément pratiquée. Vous voyez, 1970, 12 800, 71, 16 200, 27 400, 88 000 en 73, 180 000 en 74. Le dernier cas en mai 75. Voilà le diagramme. Vous voyez une flambée des cas notifiés avec une chute extrêmement brutale qui peut surprendre. On va voir à quoi ça pourrait correspondre. 1973, situation critique en Inde. J'avais trouvé ça à l'époque, en 1974, dans Sciences et Vie. J'ai simplement découpé l'article. Voilà. Ce qu'il nous disait. Selon le Conseil indien de la recherche médicale, le vaccin contre la variole est devenu inefficace en Inde. 20 000 décès en 1973. Notons simplement pour le moment qu'il y avait donc beaucoup de cas récemment vaccinés pour justifier une telle affirmation. En plus, on sait qu'il y avait eu abandon de la vaccination de routine, ce qui peut laisser supposer que beaucoup de ces malades étaient des contacts revaccinés. Pour le moment, je mets un point d'interrogation. On verra tout à l'heure qu'on peut pratiquement lever ce point d'interrogation. Alors, quelles sont les preuves épidémiologiques permettant d'affirmer l'efficacité de la vaccination des contacts? Comment font-ils? Ils comparent les taux d'attaque chez les contacts vaccinés et non vaccinés. Seulement, il y a un gros problème théorique. On ne sait pas distinguer un vrai contact d'un faux. C'est-à-dire que si une personne a été en contact possible avec un varioleux, on ne sait pas si elle a effectivement été contaminée par le virus de la variole ou non, sauf dans un cas si elle fait la variole. Autrement dit, on a une dilution des vrais contacts avec des faux dans des proportions tout aussi inconnues que variables. Alors si vous voulez, je rajoute 10 volumes d'eau dans le whisky, quelques volumes d'eau dans la bière, et je démontre que la bière est plus chargée en alcool que le whisky. Ben, c'est exactement ce qu'ils font, c'est évidemment un procédé à proscrire. Je précise un peu en quoi consiste cette dilution des vrais contacts avec des faux. Je prends 5 vrais contacts non vaccinés, ils tombent tous malades. Le taux d'attaque chez les non vaccinés va être 5 sur 5, 100%. Maintenant, par hypothèse, je suppose que le vaccin est inefficace sur les contacts. Il y a 5 vrais contacts, tous vaccinés. Ils vont tous tomber malades. Je rajoute 15 faux contacts, vaccinés également. Il n'y a aucun malade parmi eux. Le taux d'attaque chez les vaccinés va être 5 sur 20, 25%. Et je vais comparer 25% à 100% pour affirmer que la vaccination des contacts est efficace alors qu'elle est totalement inefficace. Cette méthode, si on peut dire, c'est pour ça que j'ai mis les guillemets, permet de démontrer l'efficacité de la vaccination des contacts, même si elle est nulle. Donc la méthode ne vaut rien. Maintenant, avec des nombres réels, c'est tiré d'une étude publiée par Rao en 1968, reprise par Fenner-Anderson dans L'éradication de la variole, un document de 1500 pages sur le site de l'OMS, aujourd'hui en ligne depuis fin 2011, présenté à la formation des formateurs de la vaccination antivariolique en 2003 par un expert de l'Institut de veille sanitaire. Primo-vaccination en post-exposition, il y avait 61 personnes. Il y a eu 18 cas de variole, soit un taux d'attaque de 29,5%, le rapport 18 sur 61. Jamais vaccinés parmi les personnes considérées comme des contacts, 42. 20 cas de variole parmi elles, taux d'attaque 47,6%. On compare les deux et on veut en déduire que la vaccination des contacts a été efficace. Mais on peut dire qu'il y a 22 faux contacts chez les non vaccinés, parce que sinon ils seraient tombés malades, 42 moins 20.
ça fait un taux